La connaissance est l'arme dont se méfie le plus le gouvernement mondial. Et que ce soit pour se diriger vers le passé ou le futur, le gouvernement anéantira toute menace, à moins que se rajoute quelqu'un au chaos incontrôlable d'Egghead. Alors justement, qui arrive sur Egghead? Les révolutionnaires, le maléfique Barbe Noire, la flotte des Mugiwara. On en parle en détail, même si c'est Dragon et c'est sûr, et on en parlera. Et surtout, j'ai quelque chose à vous dire à propos de Sanji qui se révélera peut-être être un des personnages les plus importants d'Egghead. Ça y est, je vois clair. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1105 de One Piece, pinacle de la stupidité. Et c'est vrai que c'est complètement fou donc d'avoir ce titre alors que on a Luffy depuis le début de l'histoire qui est le personnage principal et on aurait peut-être dû avoir un titre comme ça qui montre la stupidité d'un perso bien avant. Surtout que Luffy, il a quand même combattu Zoro à l'époque juste parce que il y a des mecs qui lui avaient donné à manger donc il pouvait pas imaginer que ce soit des méchants. Donc oui, ça aurait mérité quand même quelque chose, un titre du genre, mais bref, donc on a Carotte en page cover, certains pensent encore qu'elle puisse devenir une Mugiwara, voilà, volonté de Pedro et compagnie, mais surtout qui est en train de passer de la soupe à Inuarashi et Nekomamushi, et on peut dire que c'est rien du tout, et c'est vrai, c'est rien du tout, mais à chaque fois, je tiens à le rappeler, ce sont des GOAT, ils sont juste ultra puissants. Je me rappelle qu'ils ont réussi à écraser le premier personnage qu'on nous a présenté comme ayant dépassé le milliard de berries. Ils sont monstrueux et donc je t'invite à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, puisqu'on suivra le manga One Piece jusqu'à sa fin. Nous découvrirons le One Piece ensemble et bien sûr avant de parler de Sanji et même l'arrivée de Dragon, donc commençons par une petite mise en contexte avec le plan de fuite. La grande escapade. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en fichent, mais moi je trouve que le style graphique d'Oda marche tellement bien pour ce genre de page. Voilà, où tu vois les marines dès le début du chapitre, ça te met dans l'ambiance, qui sont en train de fuir. Les haut-parleurs qui disent aux marines de rentrer car le Buster Call va commencer. Et c'est ça, le style d'Oda où il réussit à dessiner plein de choses, plein de détails et parfois qui est étouffant. Bah ça marche quand il essaye de te montrer des plans larges. Quand on te montre une foule qui est en train de s'enfuir, bah oui, là Oda, son style est juste magnifique pour ça et en même temps c'est son manga donc tant mieux. Et on va donc avoir Saturne et Kizaru qui vont rester, on le sait très bien, Kizaru peut résister à ça en ayant ingéré un Logia et c'est vrai que c'est complètement fou de se dire que Saturne, on se demandait si c'était un combattant il y a plusieurs mois et maintenant on se dit que c'est totalement normal qu'il reste. De toute façon, il a régénération instantanée. C'est un véritable monstre. Et là où ça va être intéressant, c'est qu'ils vont se confronter à un Vegapunk qui se pose juste devant Saturne. Et rien que visuellement, en réalité, cette image est forte. Voir le plus grand scientifique du monde qui n'est peut-être rien, qui est tout petit face à ce gouvernement mondial et à celui qui représente la science dans celui-ci. Voilà. Et Vegapunk ne se bat même pas pour lui-même, même pas pour la vie du scientifique, mais se bat justement pour la science, pour ces 100 ans d'avance qu'il a réussi à accumuler. Si l'île est détruite, alors le monde aura 100 ans de retard. Non pas seulement en termes d'armes, mais aussi en termes de biologie, même en termes de soins. C'est une immense perte pour l'humanité, ce que regrette véritablement Vegapunk. Et en réalité, ça ne fait absolument rien à Saturne qui compte bien tout détruire. Il y a une menace face au gouvernement. Quoi qu'il en coûte, elle sera éradiquée, même si on perdra une partie de l'humanité en perdant certains progrès que Vegapunk a trouvés. Et ça, c'est juste terrible, ça montre la vision du gouvernement mondial, et même plus que ça, le fait que la divinité de la science dise qu'il n'y a plus besoin de progrès, de toute façon, ça en dit long sur la mentalité du gouvernement mondial et c'est juste terrible. Et bon, il soupçonne que Vegapunk a quelque chose peut-être dans son laboratoire et il a peut-être raison parce qu'on connaît, hein, il y a quand même le robot géant qui n'a pas encore bougé et qui fera un ravage dès qu'il sera lâché. Et personnellement, je trouve ces pages véritablement fortes, voir le docteur Vegapunk, voir tout le travail d'une vie être détruit petit à petit devant ses yeux, et juste se tenir là devant l'ennemi, mais juste être touché par la fin de tout le travail qu'il a accompli, c'est vraiment poignant. Vraiment, là, je sympathise avec le vieux. Le futur est en train de tomber de la même manière qu'Ohara était tombé par le passé, ceux qui s'étaient intéressés au passé
justement. Toujours en référence, bien évidemment, au feu de la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, s'il y a bien une référence historique à tout ça, à cette destruction de connaissances, c'est bien ça. Et avant de passer au Mugi, fait intéressant à noter, Saturne dira qu'il aura même mis fin donc à ceux qui se trouvaient sur un navire tentant de fuir l'île, donc ceux qui travaillaient avec Vegapunk et qui sont désormais prisonniers. Alors que pour le docteur Vegapunk, ils n'ont rien fait. Mais si même ils ont eu la possibilité d'en apprendre sur l'ancien royaume ou sur la véritable histoire, alors ils doivent être éliminés. Et ça c'est très intéressant puisqu'à la fin du chapitre, je pense qu'on reparle d'eux. Mais ça, on y vient plus tard puisqu'on va aussi retrouver Sanji qui va diriger les opérations de sauvetage. Et ça, déjà ça fait plaisir. Sanji c'est vraiment le sauveur à chaque fois des Mugiwara, toujours celui qui se cache un petit peu quelque part, le Mr. Prince qui se cache pour sauver les Mugi. Il dirige véritablement les opérations quand le chef n'est pas là, donc envoie son groupe directement dans le vaisseau pour aller à l'autre bout de l'île où se trouve Nami et compagnie, pendant que Vegapunk est en train de gagner du temps. T'inquiète pas, il a promis à Bonnie qu'il s'en occuperait. Rien que de voir Sanji dire à tout le monde d'aller là-bas ou là-bas, bah, je trouve que ça donne vraiment, encore une fois, cette ambiance, ces sentiments d'urgence avec une Nami qui donc envoie le rapport. Zoro est encore en train de se battre face à Lucci. Bon, ça y est, les mèmes sont sortis. Est-ce qu'il sera complètement découpé, le Lucci, quand on va le revoir? Ou est-ce que Zoro s'est juste perdu après l'avoir battu? Ou même que c'est lui qui a perdu? Bon, ça, je pense pas. Mais bon, soyons fous. Jinbei sera parti les arrêter. J'espère qu'on aura une scène grandiose, choquante, tu vois, avec un Jinbei qui est choqué de voir que Lucci, il est par terre, découpé en 3 morceaux ou 9, s'il a sorti ses 3 têtes. Chopper va bien, il s'occupe de Robin, qui se remet peu à peu de ses émotions. Voilà, elle est en train de dormir. C'est peut-être un peu choquant, mais quand tu vis ton 3e Buster Call, la vérité c'est que le premier, oui, tu es enfant, tu es traumatisé, tu pleures. Le 2e, tu dis à tout le monde que quand même tu veux vivre, voilà. Mais le 3e, tu dors, parce que c'est fatigant au bout d'un moment. Tuez-moi. Non, sérieusement, sait-on jamais, peut-être qu'elle a appelé Dragon? Non, et en réalité, le réel problème, c'est que la Vega Force a été détruite par Kizaru, mais Brook et donc Lilith sont en train d'acheminer le bateau grâce à la glace des nuages. Voilà, Brook peut les geler, ça c'est plutôt cool. Voilà, ils vont gérer de leur côté. Mais tout est en train d'être détruit et on assiste à une véritable destruction, et c'est pour ça qu'on peut en parler. L'exécution de Kuma par Kuma, oui, c'est un petit peu marrant, et le grand rôle de Sanji. Parce que le vaisseau où se trouve Bonnie, Franky et compagnie, donc va aller juste à fond en 35 secondes. Ils seront déjà arrivés. À chaque fois, ces tuyaux, ça me fait penser à Futurama, mais Kizaru va juste tout découper. Et donc ça, bien évidemment, ça énerve Sanji, ça choque Sanji, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui était en train de gérer. Donc peut-être l'affrontement entre Kizaru et Sanji va arriver, mais dans tous les cas, les pacifistas, alors qu'ils sont en train de tomber dans les airs, vont commencer à les viser. D'où justement Pinacle de la stupidité, titre du chapitre, avec un Saturne qui dira donc que c'est plus ou moins ironique de retrouver Kuma en train de viser Kuma et sa fille qu'il aura tenté de protéger encore et encore. Tu vois, le pire des scénarios possibles selon Vegapunk. Donc qu'un clone de Kuma puisse tuer sa propre fille. Et bien sûr, ça c'est poignant. Et sait-on jamais, bien sûr, là, la scène, elle est juste magnifique pour un sauvetage qui serait iconique, alors qu'ils n'ont aucun moyen de réchapper de tout ça. Ils sont en train de tomber. Il va y avoir des lasers qui vont tomber sur eux. Donc sait-on jamais, peut-être qu'ils vont trouver un moyen de dire aux pacifistas d'arrêter, mais ça j'en doute, mais plus que ça, vu que Vegapunk, il avait du mal à comprendre le désir des gens et d'où la rébellion donc d'un de ses clones, peut-être que les Kuma, de la même manière que le réel corps de Kuma a bougé sans raison, sans qu'on puisse l'expliquer, donc s'arrêterait parce que c'est Bonnie, ça ce serait magnifique, touchant et compagnie. Plus étrangement, Bonnie possède un petit collier avec une pierre bleue, comme dans le film Le Château dans le ciel, voilà, qui permet de réveiller le robot. Donc, est-ce que ça permettrait de contrôler Kuma? Sait-on jamais, gardons ça en tête. Mais bon, on a aussi le Luffy qui pourrait arriver, et purée, il faudrait qu'il arrive, parce que voir le Nika les protéger dans les airs comme ça, mais je sais pas si tu te rends compte à quel point la scène serait iconique pour Kuma et Bonnie, un rêve devenu réalité, alors que le Luffy, lors de chapitre, on le voit manger, il a tellement mangé qu'il arrive même plus à bouger. C'est tellement ridicule parce qu'en vrai, tu vois les marines, ils sont en train de le regarder, ils font mais attendez,
arrêtez-le, c'est un empereur. Tu vois, il est tellement gros qu'il peut plus, il peut plus. Non, c'est n'importe quoi et je me demande qui a déplacé Luffy jusqu'ici parce que je vois mal Luffy alors que tout le monde est en train de se battre, donc aller au distributeur de bouffe. Mais en même temps, ça me paraît même pas si fou que ça quand je le dis à haute voix. Les plus fous imagineront bien évidemment que c'est Kizaru qui va s'interposer, étant donné que même lors de ce chapitre, lorsque Vegapunk aura du mal, sera triste donc de voir toute cette île être détruite, même les bienfaits pour l'humanité, Kizaru, tu vas le voir, qu'il n'ose même pas regarder Vegapunk, il est en train de regarder Saturne à ce moment précis, et on sent le doute de plus en plus de son côté. Moi je vous le dis, ça c'est pas la tête d'un mec qui est serein dans ce qu'il est en train de faire, mais quoi qu'il en soit, je voulais parler du cas Sanji, parce que Sanji, je vous rappellerai que lors de la scène où il ne s'est absolument rien passé, en fait il s'est passé quelque chose, donc Sanji avait dit qu'il fallait l'arrêter lui, étant donné qu'il serait celui qui causerait le plus de problèmes au gouvernement mondial, et en réalité, pour l'instant, on n'en a pas encore vu autant, donc sait-on jamais. C'est peut-être le moment pour Sanji remplir la promesse qu'il avait faite à Kuma, alors que Kuma a besoin d'aide. Se dresser littéralement face au gouvernement mondial, sait-on jamais, même détruire leur arme, tu vois, l'arme qui a détruit l'Ulusia, et donc devenir l'ennemi public numéro 1. Donc la petite blague, tu vois, Sanji qui n'est plus numéro 3 de l'équipage au niveau des primes, là, il pourrait stonks, il pourrait aller tellement haut qu'il pourrait même dépasser Zoro, et ce serait incroyable, vraiment. Là, j'attends le Sanji, parce que même en termes de thématique, on avait un Sanji lors de l'arc précédent, et même là, depuis Whole Cake, où on connaît son histoire, qui peut-être peut devenir un cyborg sans cœur et combat ça de la même manière que Kuma aura réussi à bouger alors qu'il était devenu plus ou moins un cyborg sans cœur. Ça y est, on y est réellement. Il y a vraiment un lien entre ces personnages et l'histoire des scientifiques. Et Sanji y est lié, c'est pour ça que, en vrai, lui, il a beaucoup de choses à prouver lors de cet arc. Je l'attends au tournant. Mais bref, terminons par le plus croustillant, l'arrivée inattendue. Qui sera le prochain joueur sur l'île d'Egghead? Puisque le chapitre se terminera très exactement sur une conversation avec Kizaru, d'un des subordonnés de la marine, qui dira que le vaisseau qu'ils devaient rattraper s'est échappé. Leur navire a été détruit. Et déjà, je me demande donc de quel vaisseau il parle. Sûrement qu'il parle de ceux qui devaient travailler sur Egghead, et déjà, rien que ça, c'est un indice. Mais je vous rappelle que si il y a un nouveau parti, donc d'autres personnes qui se ramènent, ça pourrait être littéralement n'importe qui, étant donné que de toute manière on a eu plusieurs jours de siège, donc ça a laissé le temps aux personnes de se déplacer. Enfin bref, donc commençons nos probas et je vais vous expliquer pourquoi moi je pense que c'est Dragon. Alors tout d'abord, bien sûr, on pourrait penser à la flotte de Luffy, parce que même si Luffy ne l'a pas demandé, ça pourrait être un événement marquant. On nous a bien dit donc que l'incident d'Egghead secourra le monde, et donc voir toute la flotte de Luffy, ça ferait de Luffy un véritable empereur, tu vois, parce que normalement, le gouvernement mondial, ils ont du mal et ils ont peur de se friter face à un empereur, parce que normalement, c'est aussi une armée tout entière, et là, il le montrerait véritablement, avec une flotte qui viendrait le défendre. Oui, ce serait fou. Et à partir de là, tu verrais des mecs dans le monde se dire « Oh, il faut pas attaquer Luffy !» Tu sais pas, il a une armée de malades, attention, ce serait complètement fou. Mais bref, donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver, bien sûr. Après, on peut penser à d'autres Yonko. Déjà, Barbe Noire, le profiteur, celui qui se saisit de chaque opportunité, ou même Baggy. Pourquoi je vous parle des deux? Déjà, Barbe Noire, c'est plus probable parce qu'on avait déjà vu son vaisseau arriver, enfin un de ses bateaux proche d'Egghead, mais même un Yonko a des intérêts, n'importe qui aurait des intérêts à se retrouver là. On est quand même sur l'île d'armement du gouvernement mondial, il y a de quoi donc se renforcer énormément, juste énormément. Donc, sait-on jamais, peut-être que quelqu'un est venu profiter de tout ça, même si je vois bien Barbe Noire aller encore plus loin dans la fourberie et être en train de faire un truc de fou bien plus loin. Et bon, on va pas se mentir, la Cross Guild, à part mettre des primes sur la tête des gens, pour l'instant, on n'a pas vu de grands incidents de leur part. Et donc, terminons par Dragon, parce que pour moi, c'est lui qui doit venir. Avec le flashback, on a appris que les révolutionnaires se sont véritablement formés au moment de l'incident d'Ohara. Ça a véritablement choqué le monde, et alors qu'ils se sont formés pour ça, si un autre incident est sur le point d'avoir lieu,
bah je les vois mal ne rien faire, surtout que ça implique Kuma. Ok, il voulait rester distant, Dragon de base, parce qu'il y a des choses que, donc, il le comprend, son personnel, de la même manière qu'il ne voulait pas qu'on parle de son fils, voilà, sauf que là, ça concerne à la fois Vegapunk, à la fois Kuma, à la fois sa fille, et les révolutionnaires, avec tout le thème qui a été joué lors de ce flashback de père-fille, de cette relation parent-enfant, bah, ce serait juste parfait pour l'arrivée de Dragon dans l'histoire et même pour introduire la saga finale en fait. Te montrer Dragon, celui qui mène le plus grand combat, le combat plus ou moins que Luffy va rejoindre. Enfin, peut-être pas de manière... consciente, tu vois, genre il veut peut-être pas se lancer dans les révolutions, mais vu qu'il doit se battre contre le gouvernement mondial, ça va arriver, qu'il le veuille ou non, et c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, l'introduction de la saga finale. Moi je vous le dis très concrètement, je crois en l'arrivée de Monkey D. Dragon pour cette année du zodiaque chinois du dragon. Bien évidemment, ça tombe assez bien. Mais globalement, le chapitre 1105 de One Piece est une douce ironie. Alors que l'île est ravagée et que l'amiral et Saturne ne comptent laisser personne en réchapper, celui qui avait tout donné et tout sacrifié pour sa fille sera peut-être à l'origine de leur perte. Mais beaucoup de choses se préparent. Nika se ressource et une mystérieuse autre partie va intégrer Egghead et bouleverser le fragile rapport de force. Il est sûr que cela bouleversera l'équilibre des forces en place sur l'île du futur. Car sur cette île, tout le monde a énormément à y gagner. Sur l'île du futur commence dans le présent l'affrontement qui relève du passé. Et certains attendent celui-ci depuis bien longtemps.